OK. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Bonjour. Oui, nous vous recevons Qui a très son bien. micro ouvert? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Est-ce que cette personne peut fermer son micro? OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Yann. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire portant sur l'évaluation des politiques et programmes pour les enfants et les jeunes, enjeux et défis. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie de M. Yann Hopwood, notre présentateur du jour. Et M. Yann Hopwood a travaillé dans le développement depuis plus de 40 ans. Il est chef de l'évaluation de l'UNICEF. Il a été chef de l'évaluation de l'UNICEF, pardon, de 1996 à 2000. Il a contribué à l'élaboration de politiques et à la gestion d'évaluations stratégiques. Et il a également été représentant de l'UNICEF dans 3 pays africains. Il a impulsé le plaidoyer, la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des politiques et plans pour l'enfance, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection. Et actuellement, il est enseignant à Sciences Po Paris, collaborateur aussi de l'initiative Clear et président d'honneur de Sénéval. Et où il appuie particulièrement les groupes thématiques évaluation enfance-jeunesse et évaluateurs émergents. Il est aussi membre de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics et membre du comité scientifique de la revue. Donc, aujourd'hui, il va nous présenter un peu quelques enjeux et défis de l'évaluation des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes, en mettant l'accent un peu sur les implications. Allô? Quelqu'un a son micro ouvert? Je vais continuer. Voilà. Donc, il va mettre un peu l'accent aussi sur les implications de ces défis et de ces enjeux pour l'agenda 2030 et les ODD, mais également pour l'agenda 2040 pour les enfants de l'Afrique et les engagements pris par les gouvernements dans le cadre de la Convention des droits des enfants et de la Convention pour le bien-être des enfants. Donc, il va également mettre un peu l'accent sur les approches novatrices et les principes fondamentaux, notamment sur la participation effective des enfants et des jeunes dans les évaluations et toute intervention les concernant. Donc, en ce qui concerne les défis, il va mettre l'accent sur les défis majeurs de la pratique courante en matière d'évaluation des politiques et programmes pour les enfants et les jeunes. Et il va aborder des thèmes comme la complexité de ces problèmes, la multiplicité des acteurs, l'attribution, l'agrégation des résultats, le manque de données, la durabilité des interventions et également la problématique du passage à l'échelle, les questions de déficit de ressources et des capacités et la faible utilisation des résultats. Voici de façon globale le contenu de sa présentation. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. On aura l'opportunité d'écouter M. Yann Hopwood tout à l'heure. Donc, je vais juste vous présenter très rapidement l'agenda. Il y aura en fait les mots de bienvenue du président du Sénéval. Ensuite, nous allons passer la parole à M. Yann Hopwood pour la présentation. Et il y aura une série de questions-réponses également qui sera animée par moi-même et M. Hopwood. Et pour finir, il y aura des conclusions et les prochaines étapes. Voilà. Donc, M. Abdoulaziz Khan, président du Sénégal, vous avez la parole. Bonjour, bonjour Safiatou, bonjour Yann, et merci de me donner la parole pour donc l'ouverture de ce séminaire. Yann l'a bien précisé, il s'agit donc d'un séminaire en fait qui marque le lancement d'une série de séminaires et de formations
qui sont initiés par le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, c'est toujours un plaisir de me retrouver dans les activités majeures qui sont organisées par les groupes thématiques que nous qualifions aujourd'hui de moteurs de notre association, que sont le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse et le groupe thématique évaluateur émergent, qui sont des groupes thématiques qui sont aujourd'hui encadrés et coachés par Yann Hopwood. Safiatou nous a présenté Yann. Je pense qu'il n'est plus à présenter. Je me rappelle cette anecdote à Ouaga lors de notre troisième édition du FIFE. Des gens qui nous disaient, mais vous, à Sénégal, vous avez la chance d'avoir Yann Hopwood, et le président Abdou Karim Lo qui le disait, mais vous aussi allez chercher votre Yann Hopwood. C'est pour vous dire l'estime et le profond respect que nous vouons pour cette personne, qui est membre fondateur de Sénégal depuis Réseau 2003, au moment où il était actif comme représentant de l'UNICEF, et qui continue encore à nous apporter sa sagesse, son réseau de relations, mais également toutes les innovations qu'il apporte aujourd'hui en matière de recherche et de développement dans le domaine de l'évaluation, concernant surtout le secteur de la jeunesse et de l'enfance. Donc, merci à Yann, merci au groupe thématique qui est également animé par de jeunes talentueux. Aujourd'hui, le groupe thématique coordonné par Mamadou Ndiaye, et je pense également à Pape Baïdi Fall. Pape Baïdi Fall, et également à notre jeune, à notre fille Fatouma Kenya. Donc, sans plus tarder, je vais donc remettre la parole à Safiatou pour donc permettre à Yann Hopwood d'animer ce séminaire. Je voudrais donc remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont actuellement présentes pour ce séminaire, et de souhaiter une excellente session. Je suis avec vous jusqu'à la fin de la partie. Merci Safiatou, merci Yann, merci à tout le monde et à tout à l'heure, Inch'Allah. OK. Merci beaucoup, Président, pour ces mots de bienvenue. Bon, peut-être avant de donner la parole à M. Hopwood, je vais demander aux participants d'utiliser le chat box pour se présenter, nom, prénom, structure, adresse mail, téléphone, s'il vous plaît. Voilà. Donc, étant donné que nous avons déjà présenté M. Yann Hopwood, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse faire sa présentation. Donc, M. Hopwood, vous avez la parole. Merci. Merci, Safiatou. Merci beaucoup. Lamine, si vous pouvez projeter les dias, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde. Je vais essayer de ne pas trop déborder, demander du temps pour laisser la possibilité d'échange, parce que je vois que le groupe est un groupe important, prestigieux, qui est assemblé aujourd'hui, et je voudrais tirer au maximum de vos commentaires, de vos perspectives, n'est-ce pas? Et je voudrais utiliser cette session pour déclencher un débat, une discussion qui va aller bien au-delà de notre session aujourd'hui, et qui sera poursuivi par d'autres réunions, d'autres rencontres, d'autres séminaires, n'est-ce pas, autour de ce sujet tellement important qu'est l'évaluation des politiques et des programmes pour les enfants, pour les jeunes. Donc, je pense que c'est une conversation, c'est une discussion, ce n'est pas une conférence magistrale, ce n'est pas des règles écrites en or, mais c'est beaucoup plus de poser un certain nombre d'interrogations et d'essayer de changer un peu le regard que nous avons sur toute cette question de comment évaluer des programmes et des politiques portant sur l'enfant et les jeunes. Il y a quelqu'un avec le micro ouvert où il y a un petit bruit, le bruit de fond, si on peut arranger ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais dédier cette présentation à Cheikh Hamidou Khan, parce qu'en fait, Safiatou s'est trompé quand on a fait la présentation. Elle a dit plus de 40 ans. En réalité, c'est 50 ans.
je viens de réfléchir. C'est aujourd'hui, c'est 50 ans. Il y a 50 ans, j'ai commencé comme volontaire avec l'UNICEF au Cameroun. Et Cheikh Hamidou Kane était notre directeur régional. Et à cette époque-là, en 72, il avait lancé à Lomé, Togo, un grand séminaire qui était appelé avec le titre « Enfance, jeunesse, femmes au plan de développement ». Et c'était un des premiers efforts, je pense, par l'UNICEF et même peut-être par d'autres agences des Nations Unies, à vraiment faire cette connexion entre ces groupes tellement importants dans la société, des enfants, les jeunes et les femmes dans ce cas précis, et de connecter avec la planification, avec la prise de décision, l'allocation de ressources, formulation de politiques. Donc, je me suis dit, ça fait 50 ans que je travaille sur cette question et c'est depuis 50 ans que Cheikh Hamidou Kane a déclenché cette activité qui a fait un certain bruit au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre quand il était directeur régional. Et je constate aussi, c'est la journée internationale de la fille, donc je vous souhaite à toutes et chacun une bonne journée de la fille. Prochain dia. Pour les objectifs, c'est très simple. Je vais essayer d'analyser un peu les enjeux, les défis de l'évaluation des politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes, donner un certain nombre de perspectives sur la pratique actuelle et le contexte. Et je pense qu'un des facteurs que nous oublions parfois, c'est le contexte national, le contexte culturel, le contexte politique, n'est-ce pas, qui porte beaucoup d'influence sur la conduite de l'évaluation. L'évaluation n'est pas une activité isolée, mais c'est quelque chose qui est vraiment mené dans une situation socio-économique, politique et locale. Donc, c'est analyser les enjeux et les défis des politiques programmes, identifier certaines applications pour des acteurs de l'évaluation que vous êtes et de lancer une série de formations organisées par Sénégal. Encore une fois, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui ne s'interviennent pas, s'ils veulent bien désactiver leur micro pour faciliter la présentation de M. Hopwood. Merci. Prochain dia, s'il vous plaît. Prochain dia. OK. Je pense que chacun apporte un certain nombre de notions, même on peut les appeler les biais. Et ce sujet de biais, c'est-à-dire c'est un point de vue qui est façonné par sa propre culture, valeur, pensée, genre, identité, n'est-ce pas, qui déforme un peu la réalité. Nous avons toujours ce sentiment d'être objectif, systématique dans notre approche. Et je pense que le facteur de biais est souvent sous-estimé, en fait. Nous sommes tous porteurs de certains biais, de certaines vues, une certaine orientation. Donc, je vais dévoiler un peu peut-être certaines perspectives transversales qui façonnent ma façon de voir, qui sont en quelque sorte mes lunettes. Je pense que dans cette présentation, et tous nous faisons dans le groupe thématique, la participation des enfants et des jeunes dans leur diversité et dans chaque contexte social, n'est-ce pas? Mais la participation réelle, effective, n'est-ce pas, est un thème très, très fort et on va en parler plus tard dans le texte, n'est-ce pas? Je pense aussi, pour ceux qui travaillent dans ce domaine de l'enfance et de la jeunesse, je pense qu'il y a un effort à faire et je pense heureusement on a des chercheurs, des sociologues et des parents d'enfants. Peut-être il n'y a pas d'enfants inscrits aujourd'hui, mais peut-être ça c'est une erreur. Mais je pense que nous devons tous faire un effort pour mieux comprendre le vécu réel des enfants et des jeunes. On a toujours tendance à saucissonner l'enfant, de prendre l'enfant dans la rue, l'enfant victime de mariage précoce, le jeune chômeur, l'enfant déscolarisé, etc. Et en réalité, c'est un seul enfant qui est confronté par une série de défis et une vue plus globale, plus holistique, plus empathique de ces enfants, de ces jeunes, permettra d'avoir un meilleur dialogue et une meilleure réponse à le problème, n'est-ce pas? Et je pense le troisième élément que je veux souligner tout au début, et ça va être renforcé au cours de mes présentations, c'est que tous les politiques et programmes ont des implications pour les enfants et les jeunes. Dans un pays comme le Sénégal, où nous avons presque moitié de la population, moins de 18 ans, près de 70% de la population moins de 30 ans, toute politique et programme a des implications
pour les enfants et les jeunes et par conséquent exige un certain dialogue, une certaine écoute et une certaine appréciation sur les effets et les implications pour ce groupe. Donc, on va retourner là-dessus. Et l'autre facteur, n'est-ce pas, qui revient dans mes remarques et dans le travail de notre groupe thématique et de Saint-Néval globalement, c'est l'évaluation n'est pas une activité isolée, une fonction isolée. La conduite les systèmes d'évaluation sont très liés, très connectés aux autres systèmes de planification, budgétisation, gestion axée sur le résultat, etc. Et nous devrions tout faire pour essayer toujours de garder en tête cette notion d'interaction, interface entre les systèmes. Et je pense l'autre facteur que je vais souligner dans la présentation, c'est la prise en compte de la complexité, de l'incertitude, du changement. On peut faire tout un séminaire sur la complexité, mais on n'aura pas le temps d'aller dans plus en très grande profondeur. Mais je pense que la réalité actuelle, c'est que nous sommes dans un monde en plein changement, très dynamique, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou on n'attend pas. La complexité que nous avons explorée un petit peu. Et néanmoins, nous sommes en train de les aborder parfois avec des planifications, avec des instruments, avec des façons d'analyser qui appartiennent à notre époque, qui n'étaient pas toujours très fonctionnelles, très efficaces ailleurs ou avant. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on est dans une situation très dynamique, beaucoup de changements. Donc, on a besoin de flexibilité, d'adaptation et l'évaluation, bien sûr, trouve toute sa place parce que l'évaluation nous permet de mieux comprendre ces changements, de mieux anticiper et mieux en tenir compte, l'évaluation avec le suivi, n'est-ce pas? Et le point de ce contexte, j'ai déjà dit. Et je parle quelquefois dans ma présentation de nous. Donc, qui sommes-nous? Qui sommes-nous ici qui sont inscrits? Nous sommes peut-être des membres de Saint-Néval, mais ça, c'est un groupe très disparate, très varié, n'est-ce pas? Nous sommes des académiciens, nous sommes des gens des ONG, nous sommes quelqu'un des ministères, nous sommes des étudiants, etc. Et en réalité, nous, c'est un nous global, n'est-ce pas? Et si nous allons avancer, chaque groupe, chaque acteur a sa contribution à apporter. Donc, comme je dis, nous, ce n'est pas un nous qui est très localisé. Ce n'est pas un nous UNICEF ou nous Saint-Néval ou nous telle organisation, n'est-ce pas? C'est le nous collectif, n'est-ce pas? Qui chacun aura sa contribution, ce mot à dire. Prochaine, s'il vous plaît. Les limites. Chaque évaluation, chaque étude toujours exprime les limites de la méthode, les limites en matière de temps, les limites en matière de budget, etc. Et dans cette présentation, je n'aborde pas en détail les méthodes et les outils qu'on utilise pour l'évaluation des programmes pour le public enfant jeune. Il y a des méthodes et des outils spécifiquement conçus ou adaptés pour mieux apprécier, mieux évaluer ce genre de programme, n'est-ce pas? Et je pense nous avons des webinaires dans l'avenir qui vont traiter cette question et même certaines formations en présentiel. La dimension culturelle n'est pas suffisamment développée. C'est sous-entendu, c'est implicite dans beaucoup de choses que je dis, mais je pense qu'il y a un grand débat dans le domaine de l'évaluation qui est souvent mené en Afrique sous l'étiquette de l'évaluation faite en Afrique, Made in Africa Evaluation. Mais bien au-delà de ce débat, il y a toute cette question, on a besoin des approches qui sont sensibles à la culture. Et quand on parle d'enfants et des jeunes, beaucoup de questions qui les concernent, beaucoup des problèmes qu'ils doivent relever ou régler, beaucoup d'opportunités d'ailleurs aussi qui se présentent sont très liées à la dimension culturelle. Donc, je pense que c'est un élément sur lequel encore on va revenir dans l'avenir. Et je n'aborde pas le défi spécifique des programmes humanitaires. Et comme je disais, nous allons traiter ces questions et combler d'autres lacunes dans les sessions qui vont suivre. Et vous êtes déjà invité à adhérer à Saint-Néval pour mieux participer à cela, même si vous êtes loin du Sénégal, mais si ça vous intéresse, on serait très heureux de vous accueillir. Prochaine dia. Je pense que j'ai certains dias où j'ai listé un certain nombre de points. Je ne propose pas d'aller dans les détails sur tous les points. Je pense que cette présentation serait disponible après
après notre session d'aujourd'hui, avec quelques petites retouches et certaines références que j'ai ajoutées. Mais je pense que ça vaut la peine peut-être de peut-être mettre l'accent sur 3 ou 4 points sur ce dia qui sont souvent soulevés dans d'autres instances, dans d'autres discussions. D'ailleurs, dans la semaine de l'évaluation de la BAD, on est revenu aussi sur certaines de ces questions. Je pense que partout au monde, et au Sénégal n'est pas d'exception, il y a des dimensions crise économique, les retombées de la guerre en Ukraine, les problèmes de dette, de financement de développement, l'incertitude que je viens de soulever d'ailleurs. Tous ces facteurs-là pèsent sur les gouvernements, sur les États et sur la société, n'est-ce pas? Et on peut ajouter les autres, l'effet de COVID, changement climatique. Il y a aussi beaucoup d'agendas. Et nous allons évoquer, c'était déjà fait dans l'introduction, que le fait qu'il y a l'agenda de l'Union africaine pour 2063, on a le plan d'action pour l'enfant de l'Union africaine pour 2040, on a des objectifs de développement durable avec peut-être 40 ou 50 cibles qui sont, ou indicateurs plutôt, qui sont liés à l'enfance. Et nous avons d'autres engagements et que les pays assument dans les réunions, dans les conférences, n'est-ce pas? Et parfois, ce sont des engagements qui ont l'effet de loi, c'est des traités, les conventions internationales, comme la Convention des droits de l'enfant, n'est-ce pas? Et tout cela, ça pèse sur les pays qui se retrouvent face à ces crises avec des faiblesses des budgets par rapport aux plans de politique et les promesses faites par les hommes politiques. À l'heure actuelle, au Sénégal, bon, ça dépend de quel budget vous prenez, budget l'année passée, budget proposé, le budget proposé. Il y a un peu de bruit de fond, si on peut fermer les micros. Donc, selon le budget que vous prenez, vous avez un chiffre de peut-être 300 000, 350 000, 370 000 par tête d'habitant, le budget pour tout. Et vous avez un budget pour la santé, peut-être au mieux, c'est 10% de ça, au mieux, même pas. Mais peut-être ça va être 35 000 ou 30 000, n'est-ce pas? Et dans ce montant-là, nous avons une bonne partie de l'aide, pas tous, mais une partie de l'aide est déjà comptabilisée là-dedans. Donc, nous avons une situation où il y a une faiblesse de ressources. Et peut-être c'est ça, une des choses que je dirais ici, et je dirais peut-être plus tard également, c'est que les évaluations faites sur des projets pour les enfants et des jeunes, souvent, sont très faibles du point de vue analyse des coûts, analyse des ressources, n'est-ce pas? Est-ce que ces modèles sont réplicables? Est-ce que, par rapport à d'autres options, c'est une façon de relever un défi qui sera peut-être soutenable, durable, n'est-ce pas? Comment tenir compte de cette question de ressources, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des ressources qu'on ne mobilise pas? Des ressources des familles, des ressources des ménages, des ressources du secteur privé, des ressources des émigrés, n'est-ce pas? Etc. Donc, il y a cette question de ressources, à mon avis, c'est le sujet sur lequel il va falloir revenir dans nos discussions futures, n'est-ce pas? Et peut-être le dernier point où je mettrai un accent, n'est-ce pas, c'est, je reviens sur cette thématique de changement, n'est-ce pas? Ah. Allô? Oui, Allô? nous vous entendons, monsieur. On vous entend. Ah, j'ai perdu la vision. Je n'ai pas les DIA devant moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si vous m'entendez, je vais continuer. Mais nous entendons et nous voyons également la présentation. Ah, je oui. sais pas. Je ne l'ai pas. J'ai la page des gars de Zoom. Oui. Est-ce que tu peux peut-être fermer et revenir? D'accord. S'il te plaît. Excusez-moi. Vous me dites ça fait quand je suis à 30 minutes, hein, parce que je ne veux pas dépasser. D'accord. OK. On était en train de parler des changements des sociétés. Il ne faut pas le sous-estimer, c'est l'urbanisation, c'est le changement de la structure des familles, c'est des conflits de valeurs. Les sociétés ont toujours été en changement. Il n'y a jamais eu une société traditionnelle et moderne dans deux dimensions tout à fait à part.
n'est-ce pas? Toute société est vivante, il y a des interactions et des changements, mais je pense que le changement est en train d'accélérer avec des pressions économiques, avec des méthodes de technologie, n'est-ce pas, également, qui permet l'accélération de changement et aussi même la croissance démographique aussi, n'est-ce pas, représente cela. OK. Je n'ai pas encore la vision de ma présentation, je ne sais pas. C'est bon? Vous avez la présentation, M. Yann? Je ne vois pas. Attendez, excusez-moi. OK. Non, je ne vois pas. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être je peux... Vous pouvez peut-être l'ouvrir Ah oui, sur votre ordinateur. j'ai ça maintenant. OK, c'est bon. OK. Je pense que c'est bon. Continuez, prochain dia. Prochain dia. OK. J'ai déjà dit l'essentiel de ce dia, que la caractéristique des sociétés comme celle du Sénégal, c'est en fait le nombre important des enfants et des jeunes. Mais peut-être le point le plus important qu'il faut communiquer à travers ce dia, n'est-ce pas, c'est que c'est un groupe qui n'est pas du tout homogène, n'est-ce pas? Il y a énormément de diversité selon toutes ces caractéristiques que j'ai listées ici et même d'autres, n'est-ce pas? L'âge, le genre, le milieu, des origines, porteurs d'handicap ou pas, scolarisés ou pas, etc. Donc, enfants et jeunes, c'est un groupe de la population importante, mais c'est un groupe qui est vraiment très diversifié. Et je pense que c'est un des défis pour les planificateurs, pour les évaluateurs, de mieux appréhender cette diversité, de mieux retenir et d'intégrer cette diversité dans les méthodes de planification et d'évaluation, n'est-ce pas? Donc, prochain dia. Et voilà le premier d'âge qui renforce ce que je viens de dire sur le pourcentage très important des enfants de moins de 19 ans, de 18 ans. Les enfants sont moins de 18 ans. C'est vrai pour la jeunesse, il y a deux catégories, deux classifications de Nations Unies et de l'Union africaine que j'ai listées là. Et si on prend l'Union africaine, on a plus de 70% de la population qui sont de ce groupe-là. OK. Prochain dia. Ici, si on peut, ayant déjà dit que les enfants, les jeunes ont beaucoup de diversité, n'est-ce pas? Il y a peut-être un certain nombre de facteurs que je me suis permis de lister ici, un peu comme force et faiblesse. Et l'idée, c'était un peu de nous aider à mieux appréhender, à mieux percevoir, à mieux comprendre l'enfant et le jeune, n'est-ce pas? Dans le passé, on a toujours eu tendance à regarder, à percevoir l'enfant, surtout l'enfant, le jeune dans une certaine mesure, comme les gens qui n'ont pas beaucoup d'influence, qui n'ont pas beaucoup de droit à la parole, qui n'ont pas... Donc, ils sont plutôt, les enfants en particulier, des bénéficiaires passifs, n'est-ce pas, des programmes qui sont conçus pour ces enfants, mais sans forcément prendre en compte la vie réelle, les opinions et des idées de ces enfants, n'est-ce pas? Donc, je pense que nous devons changer notre regard et regarder les enfants et les jeunes comme des citoyens, même si certains n'ont pas encore l'âge de majorité légale, mais qui sont des citoyens, des acteurs de la société, des gens avec agence, avec idées, avec motivation. Et je pense que nous avons tous, chacun de nous, certainement des anecdotes qui montrent un peu tous ces facteurs-là que j'ai cités, résilience, ténacité, imagination, créativité, l'énergie, le dynamisme, capacité d'apprendre, l'idéalisme, tous ces facteurs-là, la capacité de communiquer, d'interagir, tous ces facteurs-là représentent, il y a d'autres, j'ai listé comme ça, illustratifs, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a toujours des aspects de faiblesse aussi, n'est-ce pas? Et je pense que cette question des asymétries de pouvoir, le fait que traditionnellement, socialement, quand même, l'enfant ou le jeune n'a pas toujours l'accès à la parole, même si
à l'heure actuelle, les jeunes, si nécessaire, ils vont dans la rue, ils réclament la parole de manière agressive, n'est-ce pas, dans certaines circonstances. Mais en général, il y a toujours cette notion d'une certaine asymétrie de pouvoir. Même entre l'évaluateur et l'enfant, n'est-ce pas, il y a toujours une difficulté de dialogue. Excusez-moi, il y a une sirène qui passe. Et puis, il y a la marginalisation, il y a la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, si les enfants ont de la force, ils ont un pouvoir de récupération important, il y a des vulnérabilités qui sont liées à leur situation dans la société, à la situation de leur santé, surtout le jeune enfant, qui est très susceptible à maladie, n'est-ce pas, et malnutrition, et même les questions de santé mentale, n'est-ce pas, qui semblent être de plus en plus reconnues, perçues maintenant comme aussi un facteur de faiblesse et de vulnérabilité. Donc, tous ces éléments-là contribuent à laisser, à rendre un peu plus vulnérables ces groupes-là. Prochain dia. Prochain dia. Monsieur Hopwood, il vous reste 3 minutes. Ah, d'accord, OK. Prochain dia. Donc, je vais très fortement accélérer. OK. Ici, je ne vais pas rester là-dessus. Ça montre un peu toute la diversité des instruments à évaluer. Réforme, loi, agenda, convention, traité. Prochain dia. Pourquoi? Encore une fois, c'est juste un rappel des raisons, des motivations pour l'évaluation. Peut-être le message clé ici pour les évaluations enfants-jeunes, c'est il y a toujours la raison globale, redevabilité et apprentissage. Il y a trop d'accent sur la redevabilité, passer sur l'apprentissage. Et si on pense plus aux raisons spécifiques, n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, assurer une meilleure utilisation, n'est-ce pas? Donc, il faut être conscient et il faut faire plus d'efforts pour affirmer le pourquoi. Continuez, prochain dia. Pour les défis rencontrés, il y a plusieurs dimensions. J'ai listé un certain nombre ici, n'est-ce pas? Peut-être le message global de cette liste, c'est que ici, l'évaluation est amenée à regarder les dimensions que traditionnellement, peut-être on n'a pas regardé. L'évaluation de projets classiques a suivi un certain schéma, une certaine façon de faire. Et maintenant, on est confronté par l'évaluation de sujets sensibles au plan social. Il y a des questions, comment évaluer la participation des enfants, l'évaluation de projets pilotes, etc. Donc, il y a toute une série des agendas qui représentent des défis particuliers. Prochaine dia. Peut-être ici, on peut passer quelques moments sur ces questions. J'ai essayé de cibler un certain nombre des éléments qui limitent l'efficacité et la qualité de l'évaluation. Il faut dire, n'est-ce pas, que pour beaucoup d'acteurs qui sont aussi réunis pour cette séminaire, n'est-ce pas, il y a le sentiment que les choses ne vont pas. Il faut renforcer, il faut améliorer. Les consultants disent que les commissionnaires, les commanditaires ne donnent pas de bons thèmes de référence. Les commanditaires disent que le consultant prend trop de temps. Les gestionnaires disent que l'évaluateur livre avec du retard. Il y a pas mal de récriminations de l'un côté et de l'autre. Et je pense ici, j'ai essayé de capter un certain nombre de choses qui limitent disons, la qualité de l'action menée et que nous devons adresser. Il y a une faiblesse dans la formulation de politiques et de programmes. Il n'y a pas suffisamment d'utilisation de l'évidence. Il n'y a pas d'utilisation de théories de changement pour un peu mieux situer la stratégie pour apporter des changements, ce qui pose un problème pour l'évaluation. Il n'y a pas de prévision parfois pour l'évaluation même, ni budget, ni une idée, un planning. Il y a une rigidité dans la planification. Une faible priorité accordée à la participation des enfants. Et il y a un certain nombre des autres éléments là qui limitent. J'attire l'attention peut-être sur la pluralité des approches selon la politique et méthode des bailleurs, parce que dans l'absence d'une politique nationale et d'un système national, on a tendance à être influencé par tel ou tel financier
avec ces méthodes et ces approches, même s'il y a certaines convergences, n'est-ce pas? Et une domination sur la redevabilité. OK, on peut passer. OK, prochaine dia. On va sauter, je laisse ce texte, je vais donner le texte plus tard. On peut sauter ce dia. Monsieur Ba, s'il vous plaît, fermez votre micro. Prochaine dia. Prochaine dia. Prochaine dia. Je vais laisser ça pour la présentation avec des sources, mais je vais sauter. Mais c'est un peu un examen de dynamique des programmes sociaux complexes. Vous voyez un peu la phrase ici. Les programmes ne sont pas, disons, les produits de planification objectifs. Parfois, les programmes montent, volent, empruntent et s'adaptent. Les programmes sont vivants, n'est-ce pas? On va sauter. Prochaine dia. J'ai listé ici, pour les questions pour les enfants et les jeunes, il y a des programmes qu'on aborde, c'est des programmes qu'on appelle ou des wicked problems, c'est des questions avec une certaine complexité et qui sont, les caractéristiques sont listées ici. Et vous pouvez vous retrouver, si vous regardez ces caractéristiques, vous pouvez voir que un sujet comme l'éducation se prête très bien. L'éducation pour tous, mettre tous les enfants à l'école, pour une école de qualité, semble être un problème politique relativement clair et bien défini pour atteindre. Mais pourtant, on essaie depuis 50 ans pour le faire et on n'est pas encore loin. Et je pense que nous devons être plus humbles et reconnaître que certains de ces problèmes sont des wicked policy problems qui sont caractérisés par la complexité, c'est-à-dire le diagnostic du problème n'est pas clair, la réponse exige une interaction de plusieurs acteurs, de plusieurs secteurs, de plusieurs niveaux, n'est-ce pas, et un certain nombre d'autres réalités, n'est-ce pas, qui sont, certains de ces problèmes sont très liés au contexte socio-culturel, ils ne se prêtent pas vite au changement, n'est-ce pas, et parfois, en agissant sur le problème, vous créez d'autres problèmes, n'est-ce pas? Pas d'autres défis, n'est-ce pas? Et l'éducation, c'est un bon exemple, mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. On peut revenir sur des questions. Prochaine dia. J'avais parlé de ça, je dirais, c'est la politique et programme pour les enfants et les jeunes. C'est que ce que nous oublions, que chaque politique et programme, c'est un compromis dans le temps. À un moment donné, au moment de l'adoption, c'est un compromis entre ce qui est faisable et acceptable au plan politique, social, techniquement faisable, s'il y a des ressources, etc. Ce n'est pas des formules magiques, ce n'est pas des plans qu'on peut simplement exécuter, c'est beaucoup plus un compromis. Et l'essentiel, c'est pour le suivi et évaluation, c'est de contribuer à l'ajustement de ces programmes dans la mise en œuvre. Donc, je fais un plaidoyer pour une approche beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptive pour les programmes pour l'enfance et les jeunes et la place de suivi et évaluation là-dedans. OK. Prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation quand même qui semble être parfois difficile à gérer avec toutes ces difficultés, ces contraintes et que vous connaissez presque tous ici. Je pense qu'au plan individuel, ne soyez pas découragés. Vous n'êtes pas seul. Faites le réseautage comme vous faites aujourd'hui. Travaillez avec d'autres. Il y a toujours moyen de partager des questions et d'avancer. Adhérez à Ceneval, inscrivez-vous pour le bulletin. Changez notre perception des enfants et des jeunes. Apprendre à les écouter. Il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des techniques où nous pouvons devenir plus sensibles, mieux outillés pour impliquer des enfants et des jeunes dans la planification, dans l'évaluation, n'est-ce pas? Mais changer cette perception et regarder les enfants et les jeunes comme elles sont, garçons et filles, comme des ressources très précieuses avec énormément de potentialité, n'est-ce pas? Renseignez-vous aussi sur la richesse de publications, guides, informations et webinaires. Nous sommes en train de compiler une énorme richesse de documentation en anglais, mais aussi en français, qui pourrait être accessible pour vous, les membres de Ceneval, pour toute question, tout problème qui vous concerne, concernant l'enfant et les jeunes.
Gardez la curiosité, continuez à sortir du bureau, ne soyez pas toujours, n'est-ce pas, lié par les tâches bureaucratiques qui sont très lourdes parfois. Gardez l'ouverture, l'humilité, lire et écrire. Il y a le Journal africain d'évaluation et appuyer la préparation d'un séminaire de formation de CLEAR que nous sommes en train de préparer sur l'évaluation des politiques, programmes et portant sur les enfants et les jeunes, où nous avons besoin toujours des études de cas, des guides méthodologiques, les vidéos, pour chercher les complémentarités et les synergies avec ce que vous faites les uns et les autres parmi vous, aussi en matière de formation dans ce domaine de l'enfance et jeunes. Prochaine dia. Au niveau institutionnel, chacun, si vous êtes dans une institution, une université, un CEP, un ministère, un ONG, etc., essayez de renforcer les dispositifs de l'évaluation dans vos structures respectives, n'est-ce pas? Les responsables d'évaluation sont trop chargés. Ils sont chargés avec le reporting, avec le suivi, avec l'apprentissage, gestion des connaissances. Donc, ils ont vraiment peu de temps pour l'évaluation. Développer des rosters de consultants, on peut vous aider peut-être et renforcer la capacité de ces consultants. Si nécessaire, faire moins d'évaluation, mais mieux. Est-ce qu'on disait dans le temps au Sénégal, moins d'État, mieux d'État? Mais en tout cas, maintenant, peut-être c'est moi qui dis moins d'évaluation, mieux d'évaluation quelquefois. Il y a des alternatives, il y a des ateliers de capitalisation, il y a des enquêtes rapides, il y a des learning events mensuellement. On peut faire autre chose pour promouvoir un esprit d'apprentissage, n'est-ce pas? Et promouvoir une culture d'apprentissage et la pensée évaluative. Donc, l'évaluation ne passe pas seulement par des grandes évaluations de plusieurs mois, de plusieurs centaines de pages, mais plutôt par une diversité des instruments. Réorienter la redevabilité, au lieu d'avoir une redevabilité qui est verticale vers le ministère des Finances ou des donateurs, trop souvent, mais pensez à une redevabilité vers les enfants, les jeunes et leurs familles et leur communauté, parce qu'ils n'existent pas en isolement. Leur famille, la communauté est importante. Renforcer la gestion des évaluations qui sont souvent pas très bien gérées, suivies, comité de pilotage, gestion des commentaires, etc. Et surtout prendre le temps, comme je disais tout à l'heure, pour définir le but de l'utilisation des questions comme vous préparez les évaluations. Adopter une planification plus flexible et collaborer avec les institutions de recherche parce que pour avoir des bonnes mesures, des bonnes façons d'approcher des questions d'enfance et jeunes, nous avons vraiment besoin d'une recherche poursuivie en psychologie, en sociologie, en juridique, etc., en économie, n'est-ce pas? Et finalement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de système? Prochain dia et dernier dia. Au niveau du système, peut-être vous pouvez appuyer une table ronde de partage des résultats des évaluations enfants et jeunes et planification des évaluations pour l'année prochaine. Peut-être peut-être avec la commission d'évaluation, peut-être avec le CLEAR, avec le Sénégal, peut-être le janvier ou février, si vous êtes partie prenante. Promouvoir d'autres instruments comme les evidence maps pour regarder le déficit en connaissances, de revue systématique. Appuyer le développement des politiques et des systèmes nationaux ou sectoriels en construisant sur les îlots d'excellence et s'approcher aussi des élus dans la mesure où vous pouvez le faire, qui s'intéressent davantage à l'évaluation. Et je pense que l'évaluation enfants-jeunes, comme je disais, tous les programmes et les politiques au Sénégal ont des implications pour les enfants jeunes et il faut toujours porter cette voix et ce message auprès de ces acteurs. Je pense que c'est prochaine. Voilà, donc je vais compléter avec les références. Donc, je m'excuse, j'étais plus long que prévu et j'ai dû sauter sur certaines choses, mais je pense que je vous ai déjà donné un certain aperçu sur les défis, les réalités que vous connaissez tous ici. Et la question maintenant, c'est toujours améliorer mon analyse, ajouter aux choses que je n'ai pas soulevées, mais c'est surtout pour dire maintenant quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'utilisation, la qualité de ces évaluations, l'utilisation des résultats, n'est-ce pas, pour améliorer la situation des enfants et des jeunes. Je vois aussi que nous avons un Théophane Nikiema, Théo Nikiema qui est avec nous maintenant de Burkina Faso. Donc, je me permets, comme il est membre du comité d'experts africains sur les droits et les bien-être de l'enfant, j'aimerais bien
beaucoup mettre l'accent sur le système de suivi pour les grandes conventions comme le Charte africaine et la Convention des droits de l'enfant. Ça représente des opportunités pour l'utilisation de l'évidence, pour un regard plus systématique, plus objectif, n'est-ce pas, sur la situation des enfants. Ça offre aussi la plateforme pour ces enfants eux-mêmes. L'année passée, les enfants de CONAF ont fait un rapport sur la mise en œuvre de l'Académie au Sénégal qui était très bien partagé et nous avons une vidéo là-dessus. Nous avons des vidéos à partager avec vous. Donc, toute cette question de l'utilisation des processus qui existent déjà, mais qui n'ont pas toujours une certaine rigueur et un certain contenu technique, n'est-ce pas? Et je pense que je profite de sa présence avec nous, de le remercier et de demander d'ailleurs, peut-être là, je déplace Safiatou pour une seconde, mais je pense que si Théo, si tu voulais juste dire un mot de ton perspective pour les comités d'experts africains, et comme ancien secrétaire exécutif de African Child Policy Forum, n'est-ce pas, si tu as besoin, si tu voudrais juste dire un mot sur cette question de l'évaluation de l'enfant. Merci beaucoup, Yann. Tout d'abord, je remercie les membres de CNES Saint-Val de m'avoir invité à participer à cette session vraiment très, très, très instructive. Et c'est vrai que Yann m'en avait parlé et j'étais vraiment impatient de pouvoir suivre un peu ce que vous faites. Parce que c'est vrai que la participation de l'enfant est un des principes fondamentaux pour les droits de l'enfant. Et on en parle beaucoup, mais on agit très peu à ce niveau. Et vraiment, c'est pour nous, membres du comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, il serait très intéressant de pouvoir avoir des exemples pratiques de ce qui se fait dans le monde ou en Afrique, dans les pays africains, pour qu'on puisse en tirer les leçons et voir ce que nous aussi on peut faire pour faire un suivi. Parce que nous faisons des recommandations aux pays membres, aux États parties, ben, il serait bon que sur place aussi les enfants eux-mêmes qui sont concernés puissent faire effectivement un suivi, une évaluation pour pouvoir nous rapporter en fait ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, Théo, merci. Safiatou? OK, donc merci beaucoup, M. Yann Roux, pour cette présentation très intéressante et merci beaucoup à M. Nikema pour son intervention. Le sujet est d'un intérêt très important, je sais, pour les acteurs du domaine, y compris toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, qui sont planificateurs, qui sont gestionnaires, mais également les évaluateurs qui sont amenés à évaluer ce genre de projet. Donc, en 30 minutes, 40 minutes, il est vraiment difficile de traiter le sujet dans toute sa profondeur. Donc, nous aurons une partie questions-réponses qui va durer 40 minutes. Donc, ce sera l'occasion pour les participants de poser des questions. Vous pouvez juste lever la main et on va vous donner la parole. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez également faire des contributions ou bien partager votre propre expérience. Donc, je ne vais pas prendre le temps de revenir sur la présentation de M. Hopwood. Profitons de ces quelques minutes que nous restent pour essayer d'approfondir les échanges. Merci. Vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Il y a M. Touré Aruna. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Safiatou. Vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons très bien. Bien, merci beaucoup, Safiatou, et merci beaucoup à Yann pour l'exposé très enrichissant. Ma question, c'est, il a bien parlé des défis de l'évaluation portant sur les enfants et les jeunes, mais je n'ai pas trop senti le cas du Sénégal. Je ne sais pas s'il devait simplement parler de l'évaluation au sens global, ou est-ce qu'il fallait un peu peut-être parler du cas du Sénégal ou d'autres pays africains, parce que lui, je sais que
il a une grande expérience du Sénégal et ça aurait été bien de voir quelles sont les indications, quelles sont les directions et aujourd'hui quelles sont les problématiques sur lesquelles on devrait être pour un peu aider dans l'évaluation des politiques publiques. C'est vrai qu'il a évoqué dans son exposé que il y a beaucoup de difficultés déjà dans l'énoncé des problèmes ou en tout cas tout ce qui permet d'évoluer, mais au moins qu'on puisse avoir une idée de la direction à prendre, de ce qu'il a pu, lui, dans sa riche expérience, peut-être ce qu'il peut partager ou qu'il peut effectivement évoquer avec nous. Voilà, merci beaucoup, Safiatou. Merci beaucoup, M. Touré. M. Opoud, comment on procède? On prend toutes les questions ou bien vous voulez répondre aux questions au fur et à mesure? C'est une très bonne question, mais peut-être on pourra prendre un ou deux autres, mais pas trop. Un ou deux autres, puis je vais réagir. Mais très bon, merci à Ronald, très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres qui souhaiteraient poser des questions ou partager une expérience ou faire des commentaires? Bon, on a Senebou Diouf qui a levé la main. Il y a Senebou Diouf. Allez-y, Madame Diouf. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup à Yann pour cette présentation. Je ne sais pas si vous me recevez. Hein? Oui. OK. Oui. Donc, je disais donc merci pour cette présentation qui est du reste très intéressante, en tout cas pour le Sénégal. Heureusement que Arona a mis un peu le doigt sur, en tout cas, une limite de cette présentation qui ne nous présente pas des cas, par exemple, pour le Sénégal, où actuellement on a des politiques assez intéressantes, en tout cas assez importantes de jeunesse et sur les enfants, et que l'évaluation de ces politiques aussi devrait être partie intégrante de l'ensemble de la mise en œuvre, du dispositif de mise en œuvre de ces politiques. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous l'avez dit dans vos présentations, les jeunes et les enfants ne sont pas que des cibles pour les évaluations les concernant, des politiques, des programmes les concernant. Ils sont acteurs. Et je pense que la contribution que je voulais faire, c'est que ces jeunes et ces enfants doivent être vus et pris comme acteurs et parties prenantes dès la formulation même des politiques et des programmes les concernant. C'est uniquement à partir de cela, en démarrant par donc, les inclure en tout cas dans la formulation, qu'on pourra en tout cas faire des évaluations dans lesquelles ils se sentiraient concernés, donc par ces évaluations de politique et de programme. Malheureusement, vous l'avez dit, hein, dans les limites, vous n'avez pas touché l'aspect culturel, le contexte socio-culturel qui est très important dans les processus d'évaluation des politiques des jeunes et des enfants. Quand on sait que dans beaucoup de sociétés, les jeunes ou les enfants n'ont pas droit à la parole, donc ils n'ont presque pas d'opinion considérée, comme si je peux m'exprimer ainsi. Leurs opinions ne sont pas considérées et ça pose un véritable problème pour savoir, donc, un véritable problème au moment des évaluations des politiques les concernant. Souvent, donc, leurs avis, leurs sentiments, leurs appréciations sont faiblement, pour ne pas dire parfois même pas souvent, pris en compte. C'est juste cette petite contribution que je voulais apporter et vous remercier et demander à tout un chacun aussi de suivre la semaine de l'évaluation donc de ce groupe thématique. Merci beaucoup Yann, merci à vous aussi. Safia. Ok, merci beaucoup Madame Diouf. Oui, vous voulez répondre? Peut-être je vais juste réagir rapidement maintenant, les autres peuvent venir. C'est juste difficile de généraliser pour le Sénégal. J'ai le sentiment, en matière d'enfance et jeunes, on est plus fort en général sur des projets classiques, traditionnels, de petite portée, avec des objectifs assez bien définis, n'est-ce pas? On a une certaine tradition, même si ce n'est pas toujours parfait, mais pour des projets. C'est quand on arrive aux grands instruments de politique, on vient de faire une évaluation de stratégie nationale de protection de l'enfant, par exemple, qui
qui a posé un certain nombre de défis pour plusieurs raisons, ou des grands instruments comme les bons de sécurité familiale, n'est-ce pas, des transferts monétaires, etc. Quand il s'agit d'évaluer ces grands instruments, ça devient un peu plus difficile pour maîtriser toutes les dimensions, toutes les perspectives et aussi essayer d'équilibrer. Parfois, on a des objectifs parfois contradictoires, un peu en conflit. Éducation, c'est un peu comme ça. Il y a un conflit, une contradiction en quelque sorte entre l'objectif d'augmenter la couverture, l'accès et la qualité, n'est-ce pas? On a vu que si on ne fait pas attention, en augmentant l'accès, la qualité baisse, etc. Donc, où est l'intérêt supérieur de l'enfant, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce n'est pas facile, mais je pense que dans les grands secteurs comme santé et éducation, quand même, il y a une certaine tradition. Il y a une certaine tradition dans la planification, dans le suivi, dans l'évaluation des grands programmes sectoriels qui est plus robuste, même si quelquefois, on n'évalue pas les mêmes choses ou parfois les bonnes choses, n'est-ce pas? On a toujours tendance à peut-être prendre un certain nombre d'indicateurs globaux ou des objectifs globaux et on se penche sur ça et on passe à côté de certaines réalités. Au Bénin, on a fait une évaluation de programme d'éducation, mais pour la population, le taux de répétition ou le taux de réussite aux examens, c'était d'une certaine importance. Mais ce qui était plus important, est-ce que nos enfants vont être paresseux ou pas? Est-ce que nos enfants vont être respectueux ou pas? Est-ce que les enfants vont gagner leur vie ou pas? Donc, il y a parfois, même avec les grands programmes sectoriels, ce n'est pas toujours sûr qu'on mesure ou qu'on apprécie ou qu'on évalue de la même manière. Mais quand même, il y a un progrès. Je pense que les domaines où c'est plus difficile, j'ai déjà cité les grands programmes de politique, n'est-ce pas? Et je pense aussi dans le domaine de la protection de l'enfant, où souvent il y a beaucoup d'éclatement, n'est-ce pas? Il y a des petits projets pour le mariage ici, MGF là-bas, travail d'enfant ici, etc. Et donc, en quelque sorte, on n'a pas un cadre fédérateur pour un peu agréger les résultats à travers une grande échelle pour orienter peut-être les options. On est très pris par une certaine pression de mise en œuvre où l'évaluation, le regard évaluatif, c'est beaucoup plus sur des problèmes de mise en œuvre et vraiment, est-ce que c'est un modèle fiable? Est-ce qu'on peut passer à l'échelle? Est-ce que des ressources pourraient être mobilisées? Il y a un certain nombre de questions qui sont absentes. Donc, je pense que ça varie beaucoup et je pense aussi que pour certaines réactions, ça c'est un peu la formulation, j'ai dit ça dans ma présentation. Parfois, on réagit parce qu'on veut réagir, on veut faire quelque chose. On voit qu'il y a l'emploi de jeunes est un problème, donc on crée peut-être un fonds où on recrute certains volontaires de sécurité, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais par rapport à l'ensemble du problème, ça ne va pas forcément faire une différence majeure, n'est-ce pas? Donc, c'est cette question, comment construire des politiques qui sont basées sur un meilleur examen de l'évidence et de la recherche, d'ici et ailleurs, et qui ont des objectifs à court et à moyen et long terme qui sont connectés et interactifs, n'est-ce pas, qui vont nous amener. Et pour cette question d'emploi de jeunes, qui est souvent une question de politique publique, et le président a pris l'action là-dessus. Mais en réalité, une partie de racine, c'est le système éducatif au départ. Une partie du problème, n'est-ce pas, c'est la structure globale de l'économie, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, ça sont plein de défis. Mais je pense qu'on peut faire mieux s'il y a plus d'ouverture, s'il y a meilleure compréhension. Qu'est-ce que c'est l'évaluation? L'évaluation n'est pas simplement pour expliquer ce qu'on a fait avec l'argent. L'évaluation n'est pas simplement de donner une bonne image aux donateurs, n'est-ce pas? L'évaluation, c'est pour nous aider à apprendre, à améliorer, à vraiment faire des meilleures réponses aux problèmes progressivement par étapes, n'est-ce pas? Donc, c'est pas un problème si on avoue qu'il y a des choses qui ne marchent pas. En fait, en réalité, dans ce monde d'incertitude, dans ce monde de complexité, la plupart des initiatives ne marchent pas bien.
Et ce que nous devons faire, c'est à travers ces initiatives, pas seulement attirer l'attention que ce qui ne marche pas bien, il y a toujours des choses, les gens sont prêts à vous dire, mais de trouver des initiatives qui marchent bien. Même dans des situations difficiles, même avec des manques de ressources, n'est-ce pas? Il y a toujours des héros, des gens qui font des choses extraordinaires. Donc, c'est comment valoriser. Même chose pour des enfants et des jeunes, n'est-ce pas? Il y en a qui sont vraiment victimes de certaines circonstances, mais il y a des enfants qui se battent, il y a des enfants qui s'en sortent. Et donc, c'est toujours, il faut focaliser nos efforts aussi sur des éléments positifs, n'est-ce pas? Aussi bien que l'élément négatif qui parfois a tendance à un peu dominer dans les rapports, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est un peu, c'est une réponse un peu ramassée sur la question de l'expérience au Sénégal, mais je pense qu'on a déjà des acquis et je pense qu'on peut faire mieux dans l'avenir. OK, merci, M. Hopwood. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou contributions ou partage d'expérience? Il n'y a aucune main levée pour le moment. Peut-être j'ajoute une chose aussi sur des questions d'évaluation. Parfois, c'est un peu ma remarque sur peut-être il faut faire un peu moins d'évaluation, mais d'aller plus en profondeur. On voit parfois des thèmes de référence pour des évaluations des projets pour l'enfant et jeune, n'est-ce pas? Où il y a un projet assez complexe qui date depuis un certain nombre d'années et finalement, on demande à une personne ou peut-être deux de travailler pour 30 ou 40 jours ou peut-être 50 jours pour répondre à un tas de questions qui ne sont pas toujours très faciles à répondre, n'est-ce pas? Donc, parfois, on est en train de sous-estimer peut-être ce qui est nécessaire pour aller plus en profondeur et d'avoir des réponses un peu plus crédibles, plus fiables. Donc, c'est ça. Parfois, on est en train de sous-estimer. Et l'autre aspect, on ne prête pas assez attention du partage, n'est-ce pas? Une fois l'évaluation est faite, au mieux, vous avez une restitution. La qualité du document et le résumé parfois laisse à désirer. Il y a toute une mobilisation autour de l'évaluation qu'il faut anticiper au départ pour avoir des produits, un langage qui est même adapté pour les enfants, n'est-ce pas, pour donner de feedback aux enfants. Si les enfants et les jeunes sont impliqués dans l'évaluation, impliqués dans le programme, il faut aussi que les enfants puissent tirer un certain profit aussi. Donc, il faut avoir des produits des évaluations qui sont mieux conçus pour vraiment communiquer aux personnes visées, n'est-ce pas? Les décideurs, les gens qui ont des ressources, le donateur ou les enfants ou la communauté, n'est-ce pas? Donc, il y a cet aspect-là qu'il faudrait. Et après, il y a la question de l'inventaire et de répertoire. Des évaluations, parfois, se déroulent sans tenir compte de la dernière évaluation ou sur l'évaluation qui est en train d'être menée à côté par quelqu'un d'autre sur plus ou moins le même sujet, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on a besoin de chercher un meilleur système de partage de réseautage. Voilà, c'est juste quelques autres. OK. Il y a une main qui est levée. Yves, juste là. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour Yves, on t'entend très bien. Tu peux poser ta question. OK. Bon, moi, je n'ai pas de question. Je voulais intervenir sur une question. En commentaire, il y a Madame Awa Sarr qui écrit ceci: une évaluation rigoureuse sans biais sur la cible jeune. Je sais pas, il est très difficile de mener une évaluation rigoureuse sans biais sur la cible jeune du fait des limites liées à la loi. J'aimerais savoir quelle loi et aux pesanteurs sociales. J'aimerais aussi savoir quels sont ces pesanteurs sociales qu'elle veut faire allusion. Parce que selon l'expérience que moi j'ai eu à vivre, il n'y a pas, bon, je ne vois pas une loi qui peut limiter la participation des enfants à une
évaluation. C'est juste qu'il y a plusieurs approches et que les acteurs, il y a certaines approches qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et ils ne savent pas sur quel canal et comment discuter avec les enfants. Ça, c'est des questions de formation sur la médiation. Il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'évaluation, mais qui ne savent pas faire de la médiation. Donc, il faut que les acteurs, les évaluateurs qui puissent être aussi formés sur la médiation pour savoir comment parler avec les enfants, sur quelle approche ils peuvent intervenir avec les enfants pour pouvoir évaluer. Moi, c'est comme ça que je vois la question. Mais comme elle part des limites de la loi et des pesanteurs, j'aimerais savoir quelles sont ces limites-là. Voilà, merci. Merci. C'est vrai que, et peut-être Madame va prendre la parole, c'est vrai que les questions d'éthique et la question de protéger l'enfant sont très importants et peuvent être un facteur qui limite certaines démarches avec des enfants. Il faut avoir le consentement de l'enfant, le consentement des parents. Et aussi, il y a, au-delà de cette question de consentement, il y a la possibilité des effets négatifs qui peuvent arriver à l'enfant si l'enfant est impliqué ou les enfants sont impliqués. Après, le projet est arrêté, n'est-ce pas? Il peut y avoir un certain sentiment, n'est-ce pas? Donc, il y a des méthodes, Yves a raison, pour mieux aborder, mieux connecter avec des enfants, mais il y a des contraintes aussi que la plupart des évaluateurs savent déjà ou sinon doivent savoir, n'est-ce pas? Et cette question d'éthique et les normes à respecter est un facteur qui peut décourager certaines activités de collecte de données auprès des enfants, surtout les enfants mineurs de moins de 18 ans. Mais peut-être la dame en question, c'était qui encore, voudrait dire un mot là-dessus? Est-ce qu'elle est toujours là? Il m'a semblé avoir vu un message. Ok, d'accord. Malheureusement, je dois quitter. Je ne sais pas si elle est toujours là. Madame Sarr, si vous êtes toujours là, est-ce que... Non, elle a quitté. Voilà. Ok. Bon, moi, je vais poser une question concernant la participation, puisque c'est une problématique dont on parle tout le temps. C'est un peu difficile, en fait, dans la pratique, mais pas impossible, d'impliquer, en fait, les enfants et les jeunes depuis la conception du projet, dans la mise en œuvre, mais également dans l'évaluation. Est-ce que vous avez des exemples concrets de situations où un projet ou bien dans une politique où des enfants ont eu à participer dans le processus, soit dans la conception ou dans la mise en œuvre à la fin? Est-ce que vous avez des exemples de ce genre à partager avec nous et si dans votre expérience, il y a eu des défis par rapport à cela et comment ces défis ont été relevés? Merci, ça fait tout. Je pense que dans les références que je vais partager, je peux partager un certain nombre d'expériences. Il y a des expériences ici au Sénégal et ailleurs où les enfants ont été préparés et aidés à être un peu des évaluateurs, n'est-ce pas, pour collecter des données, pour analyser les données dans une certaine mesure et de contribuer leur point de vue sur le fonctionnement. L'UNICEF avait organisé la semaine passée 2 webinaires en anglais, 2 webinaires avec des exemples de partout au monde. Il y avait un exemple qui était du plan, quelqu'un du plan, qui a mené 3 évaluations qui étaient même menées par les enfants. Ça exige un niveau d'investissement, un niveau d'accompagnement, un développement des méthodes, et c'était, je pense, pour des projets éducation, n'est-ce pas, où on avait vraiment fait un gros effort pour justement amener les enfants à porter un jugement systématique, évaluatif, n'est-ce pas, sans forcément pousser les enfants à utiliser des langages classiques, évaluation, efficacité, efficience, pertinence, mais en les aidant à traduire en termes propres pour les enfants ces notions-là et de donner un certain nombre de résultats, n'est-ce pas?
Donc, il y a des exemples où il y a des enfants, les enfants, child-led evaluation, voici deux exemples, n'est-ce pas? Un exemple. Non, dans 3 pays, en fait, en réalité. Dans d'autres circonstances, je pense qu'on essaie de travailler avec des enfants comme partie d'un schéma plus large où on peut avoir des méthodes quantitatives classiques, les grandes enquêtes classiques, questionnaires, etc., mais aussi des éléments qualitatifs où les enfants sont équipés de peut-être collecter des données auprès des autres enfants. Et je pense qu'il y a des exemples comme ça. Même le projet qui avait été mené avec l'USAID, avec la présence des accordéons, nous avons eu des sessions où les jeunes avaient développé des méthodes. Ils avaient des méthodes Ataya où on utilisait la cérémonie ou le partage de tasses de thé comme une façon de mener des échanges qualitatifs avec certains répondants. Donc, il y a des exemples et nous avons des vidéos et on peut partager des références, n'est-ce pas? Et puis, Susan Egrass, qui est aussi une consultante avec laquelle nous travaillons, certains parmi vous la connaissez, elle avait fait une étude sur une centaine de documents, sur des expériences partout au monde, n'est-ce pas, ou youth-led, des évaluations menées par des jeunes, n'est-ce pas, où on a un certain nombre des appréciations. Il y a des faiblesses, bien sûr. Aucune méthode d'évaluation est parfaite. Pour cette raison, on préfère des méthodes mixtes où il y a plusieurs façons d'aborder le problème pour avoir une vue plus riche, n'est-ce pas? Et même avec méthode mixte, l'évaluation n'est pas une vérité éternelle, ce n'est pas la vérité absolue. C'est une approximation de la vérité et on essaie toujours à faire mieux au fur et à mesure, n'est-ce pas? Mais dans cette étude, on a dégagé un certain nombre des facteurs, des forces et des faiblesses de ces approches avec les jeunes. Donc, je pense que dans toutes sortes de projets, c'est possible et on a des exemples. Non, c'est bon, Maïle. Peut-être les exemples le plus souvent, c'est dans le domaine de la santé des adolescents. N'est-ce pas aussi, pour avoir un peu l'opinion et les avis des adolescentes sur des services mis en place, etc. Donc, mais ça exige un engagement de la part de commanditaires aussi. Ce n'est pas l'évaluateur qui peut venir et présenter à celui qui demande l'évaluation. Il faut qu'il y ait un engagement au départ par tous les concernés d'intégrer dans les thèmes de référence ce genre de démarche, n'est-ce pas, pour que ça puisse fonctionner. Et il faut faire un effort de développer des capacités et développer des outils et des méthodes pour mener ce genre d'activité. Il y a quelqu'un qui demande la parole. C'était qui? Il y a un message. Non. Oui, il y avait quelqu'un qui demandait la parole. C'est René Sibomana. René Sibomana. Ah, d'accord. Demande la parole. Allez-y, René. Allez-y, monsieur Sibomana. Oui, bonjour, madame Fatou Diallo et monsieur Yann. Et je pense que cette question de l'efficacité, de l'effectivité de l'application de la méthode où l'enfant est puis vraiment en marge, où il participe, a été raconté en Afrique, raconté, expérimenté depuis plus de 25 ans. C'est depuis 25 ans. Et c'est le Sénégal qui a été toujours à l'origine. On est parti d'Abidjan comme l'idée de base. Après, l'expérimentation a été faite au Sénégal, toutes les expérimentations au Sénégal. Et je suis parmi les gens qui sont venus d'un autre pays africain loin pour apprendre cette méthodologie ici en Afrique. On l'a réussi. Et d'ici, je l'ai amené chez moi dans mon pays, au Rwanda. Du Rwanda, je l'ai amené à Madagascar, à Djibouti. Dans tous les pays, on a expérimenté. Même aujourd'hui, nous avons publié des éditions et des éditions de livres pour prouver cette méthode que c'est possible. Les jeunes ne peuvent pas seulement être associés à l'évaluation,
s'ils n'ont pas été associés à la co-construction du programme, au projet. Et c'est dans la co-construction du projet qu'à la fin, on peut être associé à l'évaluation. Et l'évaluation, que ce soit auto-évaluation et l'évaluation externe ou assistée, les jeunes vraiment peuvent participer et ils animent très bien la chose jusqu'à la fin. Nous avons des exemples, nous avons des documents que nous avons publiés, nous avons des pratiques. Même demain, dans 2 jours, nous serons au Lac Rose avec Terre des Hommes qui va écrire un bouquet sur les pratiques réelles, pratiques propres à Terre des Hommes dans la zone de Pékin. Nous avons des écrits et des publications. Moi, je pense que c'est question de dire, est-ce que vraiment on veut attirer l'attention un peu sur ce que nous avons produit comme en Afrique pour répondre à un grand défi qui était posé à l'époque, de dire que le coût de l'évaluation et les coûts de l'évaluation et de suivi sont extrêmement chers et que nous pouvons trouver des moyens propres, moins chers, pour répondre aux problèmes africains. Ces questions ont été débattues. Il y a des réponses et on peut trouver des réponses et les partager. Merci beaucoup. Merci René. En fait, notre groupe thématique a fait une visite chez René, chez son projet pour interagir avec les jeunes avec lesquels il travaille. Et il a raison de dire qu'il y a des initiatives et c'est ça l'objet un peu de ce webinaire aujourd'hui. J'avais déjà dit, n'est-ce pas, il y a des choses, mais il n'y a pas suffisamment de partage. Ce n'est pas une critique que je fais à l'égard de René, mais il a fait un bon effort aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais globalement, chacun est tellement pris par la mise en œuvre, par les défis de tous les jours, par les deadlines, etc., qu'on n'arrive pas suffisamment à partager. Donc, je pense que ça, c'est un objectif de notre groupe thématique. Je vois que notre co-coordinateur, Mamadou Ndiaye, a levé sa main. Peut-être c'est le moment de lui demander avec Safiatou de terminer nos débats pour aujourd'hui. Mais pour revenir, si Jean-Alain n'a pas un petit mot à dire sur votre perspective, sur ces questions, vous êtes plutôt la recherche, mais j'avais déjà dit dans ma présentation, il faut qu'il y ait une meilleure collaboration entre les évaluateurs et les services d'évaluation et les chercheurs et les unités de recherche, n'est-ce pas? Parce que les deux côtés ont tout à gagner, n'est-ce pas? Jean-Alain, tu veux dire un mot avant de passer la parole à Safiatou et Mamadou? Voilà. Donc, peut-être, Safiatou, vous pouvez prendre maintenant. J'avais déjà évoqué CONAF, et CONAF a fait un certain nombre d'efforts dans le passé qui ne sont pas des évaluations peut-être dans tout le sens du mot, mais quand même des efforts évaluatifs. J'ai dit que nous avons une petite bande vidéo sur l'effort fait par des enfants sur la mise en application du 4B, de Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Et ils ont mené une activité avec des résultats quand même avec une certaine force et une certaine crédibilité, n'est-ce pas? Et nous allons revenir sur ça dans les réunions futures. Donc, je donne la reconnaissance à CONAF, à Justine, à Abdelkarim Gay, etc., qui ont été impliqués là-dedans, et des jeunes. OK. Donc, Safiatou, vous allez clôturer peut-être avec Mamadou. OK. Il y a une main levée. Sénéval, est-ce que c'est l'ami qui voudrait… Oui, c'est moi, Safi, qui se cache derrière Sénéval. Oui. J'ai juste une question à adresser à M. Yann. Je vous félicite d'abord sur la qualité de la présentation. Donc, ma question relève des questions de redevabilité par rapport aux résultats de l'évaluation. Les organisations ont tendance à adopter des méthodes d'évaluation assez complexes qui, le plus souvent, les résultats ne sont pas à la portée des enfants. Dans votre expérience, est-ce que vous avez, par exemple, des mécanismes, des mesures palliatives pour qu'au moins les résultats de l'évaluation soient accessibles ou bien soient à la portée des enfants?
La réponse est oui. Il y a de plus en plus d'intérêt sur comment communiquer avec les enfants. René, bien sûr, il a très bien dit que l'idéal, c'est associer les enfants depuis le départ d'un projet ou un programme. Mais quand il s'agit d'évaluation, il y a un certain nombre de guides et même dans les 2 webinaires de l'UNICEF, je vais partager des liens, il y avait des bons exemples qui avaient été présentés de l'Afrique du Sud et ailleurs sur comment on peut concevoir des moyens de communication, même pour des enfants relativement jeunes, n'est-ce pas? Pas seulement par écrit, mais par chanson ou par autre méthode. Mais de nouveau, ça exige un investissement, une expertise et vraiment une connaissance, n'est-ce pas? Mais il y a des guides et il y a des méthodes pour faire ça, c'est vrai. Et c'est très important de donner ce feedback, surtout si on implique, on associe les enfants et des jeunes, on a le devoir de restituer, de revenir vers eux avec des résultats, n'est-ce pas? Et autant que possible, les associer même dans l'analyse des données et la rédaction des documents. Ça, c'est plus difficile. Mais il y a des exemples et on a des vidéos et des webinaires qui les présentent. Hein. Apparemment, il y a même tout un document par l'Union européenne pour comment communiquer des documents aux enfants. Je pense aussi peut-être le comité d'experts africains et le comité des droits de l'enfant à Genève aussi s'intéressent de plus en plus à ces questions également. OK, merci beaucoup, M. Opoud. Donc, nous allons passer à la dernière étape de ce séminaire, les conclusions et les prochaines étapes. Je vais donner la parole à Momodou qui va faire quelques annonces concernant les prochaines étapes avant de libérer l'assistance. Momodou, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Safiatou. Merci beaucoup à M. Yann Opoud. Donc, moi, je voulais dans un premier temps intervenir, mais je pense que c'est un peu dépassé. C'était d'abord pour confirmer les propos de René Sibomana et puis donner quelques exemples avant de revenir. Mais bon, je pense que le temps ne le permet pas. Donc, je commence d'abord par dire que moi, je fais partie des co-coordonnateurs du groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Et donc, nous invitons tout le monde à venir adhérer à Sénégal et à participer aux activités de notre groupe thématique. Je crois qu'il y a beaucoup d'activités en vue. On en profite pour lancer certains. Je pense qu'Yann a parlé du séminaire de ces ateliers prévus incessamment. Il y a aussi un webinaire prévu le 18 octobre. J'ai un peu envoyé le lien sur le chatbox pour vous inviter à vous inscrire et puis à participer. Je pense que le débat va continuer. J'avais quelques mots à dire sur certains points. J'aurai l'occasion de le dire encore. Il y a encore le partenariat avec l'Association américaine d'évaluation où il est prévu aussi une communication où on essaie de montrer quelques outils sur la participation des enfants avec notamment l'utilisation des TIC pour recueillir l'avis des jeunes, mais aussi l'utilisation de la photographie, photo voice pour aussi la participation des enfants et des jeunes. Donc, bref, il y a une série d'activités qui sont prévues. Il y a aussi la capitalisation de bonnes pratiques sur les centres sur l'enfance avec des cibles pour le moment comme l'UNICEF, comme des ONG comme Save the Children, Child Fund, etc. Donc, il y a encore actuellement une série d'activités prévues au niveau de notre groupe thématique évaluation enfance et jeunesse et nous vous invitons à adhérer. Maintenant, peut-être le témoignage commentaire que je voudrais faire pour confirmer un peu ce que disait René Sibomana. Donc, René, je ne sais pas si, peut-être qu'avec la vidéo, on se reconnaît. En 2008, moi, je faisais partie du projet où il y avait AGE et il y avait ENDA. Moi, je confirme que dans ce projet, il y avait bien des outils participatifs qui avaient été élaborés, conçus par les jeunes et qui ont permis de mettre en place un plan d'action jeune, de produire des outils jeunes, de faire. Mais c'est peut-être l'évaluation finale qui n'a pas été faite. Mais il y a eu vraiment des tentatives dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, financées donc dans un projet où il y avait AGE, où il y avait ENDA. Et moi, je faisais partie en Allô?
2008 de ces jeunes qui avaient été formés à Toubacouta. Allô, Mamadou, c'est bon? Allô, Mamadou, si tu parles, ton micro est fermé. Safietou? Oui? Vous avez entendu mon intervention? La dernière partie, non. Oh, dommage. C'est quand je parlais de l'exemple avec AGE sur la participation des enfants. Oui, on a entendu le début. Oui, donc je voulais juste illustrer à travers un projet financé par Oxfam Novib à l'époque en 2008, où c'était un peu la participation des enfants et des jeunes dans la conception d'outils, dans la planification d'activités, aussi dans leur mise en œuvre, dans la production de supports, dans la production de vidéos pour des jeunes de l'école, du milieu informel, des menuisiers, des mécaniciens, entre autres. Donc, c'était juste pour témoigner davantage, mais comme je l'ai dit, le temps ne permet pas d'argumenter davantage. Et bon, je pense qu'il a... Merci beaucoup. Malheureusement, il y a des interruptions, Mamadou, mais quand même, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous, mais aussi d'avoir présenté les activités qui sont prévues pour le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. Donc, cette activité fait partie, comme on l'a dit au début, d'une série d'activités prévues dans le cadre des activités du groupe thématique. Donc, restez connectés. Et notre prochaine activité aura lieu le 18 octobre 2022. Et je pense que Mamadou a partagé le lien dans le chat box. Pour ceux qui veulent participer à cette activité, vous pouvez juste suivre le lien pour vous inscrire. Monsieur Okod, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, j'ai juste attiré l'attention sur le chat. Jean-Alain Goudiaby a partagé une référence pour une enquête avec des enfants et des adolescents, menée avec Mélanie Jacquemin et Fabienne Hedjouaka, qui sont aussi très impliqués dans notre groupe thématique, n'est-ce pas? Et ces mêmes personnes ont fait un webinaire sur l'éthique et la recherche avec des enfants et pour des enfants, que nous pouvons aussi peut-être partager ce lien. Donc, regardez le chat, le message de Jean-Alain. Voilà. Et merci encore pour tout le monde et que la lutte continue, n'est-ce pas? Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, pour ceux qui veulent, Monsieur Yann Okod a partagé son adresse email, ceux qui veulent peut-être continuer la discussion avec lui, qui veulent également adhérer au groupe thématique, vous pouvez soit lui écrire ou écrire à l'adresse de Sénéval. Pour ceux qui veulent adhérer également, je pense que dans le chat box, toutes les informations relatives au processus d'adhésion a été mentionné par nos braves trésorières de Sénéval. Donc, bon, en allant lever la séance. Merci beaucoup à tous et puis on se dit à très bientôt pour les prochaines activités. Au revoir. Au revoir, merci.